Ravie de vous retrouver sur Arte pour un nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, je commence par vous emmener survoler la plus longue chaîne de montagnes du monde. Bienvenue sur la cordillère des Andes, qui longe toute l'Amérique du Sud, traversant 7 pays, du Venezuela à l'Argentine, l'Amérique latine, ce sous-continent américain, souvent relégué au second plan de l'intérêt médiatique mondial, auquel nous avons décidé de nous intéresser aujourd'hui avec 3 objectifs. Mieux connaître la diversité des pays et des paysages de cette région du monde, comprendre ce qui, au-delà du terme Amérique latine, unit ou sépare ces différents États, en posant la question d'une éventuelle identité géopolitique latine, et au-delà, nous interroger sur les forces et les faiblesses d'un sous-continent qui, au cours de l'histoire, semble ne jamais parvenir pleinement à échapper aux influences et ingérences étrangères. Sortons nos cartes. L'Amérique latine, c'est cet immense territoire qui s'étend du Mexique en Amérique du Nord à la Terre de Feu à l'extrême sud de l'Argentine et du Chili, soit au total 20 États indépendants qui ont en commun de parler des langues romanes dérivées du latin. L'espagnol est ainsi la langue la plus parlée, suivie du portugais et enfin du français, si on englobe aussi Haïti. Tout au long de cette vaste étendue de près de 20 millions de kilomètres carrés, l'Amérique latine abrite une grande variété de paysages. Des terres arides au nord du Mexique ou dans le désert du Chili, aux forêts humides en Amazonie et dans une partie de l'Amérique centrale. Le territoire est aussi façonné par de gigantesques barrières naturelles. Ainsi, la cordillère des Andes, l'épine dorsale du sous-continent américain, tout comme la forêt amazonienne, ralentit et structure l'occupation de la population qui est répartie de façon très inégale entre des territoires quasiment vides, comme en Amazonie ou à l'extrémité du continent, en Patagonie, et des grandes villes situées principalement dans les zones côtières. L'Amérique latine compte ainsi près de 670 millions d'habitants qui vivent à plus de 80% en milieu urbain. 6 mégalopoles sont parmi les plus grandes au monde, avec en tête Mexico et Sao Paulo. Le Brésil et le Mexique, avec respectivement 215 millions et 130 millions d'habitants, sont ainsi les deux poids lourds démographiques et concentrent à eux seuls plus de la moitié de la population du continent latino-américain. Le Brésil est l'un des pays les plus étendus du monde, ce qui contraste avec le Salvador, 425 fois plus petit. Le Brésil est aussi la 9e puissance économique mondiale et domine la région. L'accès aux océans des États et donc leur connexion au monde crée également d'importantes inégalités. La Colombie dispose ainsi d'une double façade maritime quand le Paraguay et la Bolivie sont totalement enclavés. L'absence d'accès direct à la mer est un frein au développement économique et la Bolivie, par exemple, affiche l'un des PIB par habitant les plus faibles de la région. L'Amérique latine est donc marquée par de fortes disparités territoriales. Et pourtant, elle est le fruit d'une histoire commune qui a contribué à forger l'image d'un bloc uni qui pourrait peser sur la scène internationale, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le terme Amérique latine est une construction politique qui s'est développée en France au XIXe siècle sous le Second Empire de Napoléon III. L'objectif est alors de vanter les mérites de pays qui partagent une même culture, latine et catholique. Il s'agit ainsi de faire contrepoids aux États-Unis d'Amérique, protestants et anglophones, et donc de contrer l'influence de Washington. Ces territoires ont en effet en commun d'avoir été des colonies espagnoles et portugaises, mais aussi d'avoir obtenu leur indépendance dans un même mouvement. En moins de 2 décennies, entre 1810 et 1825, les élites latino-américaines, baignées par les idéaux émancipateurs de la philosophie des Lumières, réussissent en effet à se libérer des empires coloniaux. Dès cette époque, sous l'impulsion notamment du héros indépendantiste Simon Bolivar, se développe l'idée d'une union politique entre certaines de ces nouvelles nations. Objectif, assurer la sécurité et préserver la jeune et fragile indépendance des tout nouveaux États d'Amérique latine. Mais face aux rivalités internes, ce grand projet d'unité régionale restera lettre morte. Le rêve de Simon Bolivar de constituer un bloc unique face au reste du monde perdure encore aujourd'hui chez certains dirigeants latino-américains. Ainsi, c'était le projet phare de l'ancien président vénézuélien, le socialiste Hugo Chávez, qui aurait rêvé d'assurer le leadership du sous-continent.
Si l'Amérique latine a été perçue comme un ensemble homogène qui pourrait jouer un rôle diplomatique, c'est aussi parce qu'elle a été le théâtre de trajectoires politiques communes tout au long du XXe siècle. Après les régimes autoritaires et les dictatures militaires des années 60-70, la démocratie s'est progressivement installée dans les années 80-90. Le sous-continent amorce ensuite un virage à gauche, avec entre autres l'accession au pouvoir d'Hugo Chavez au Venezuela en 1998, de Lula au Brésil en 2002, des époux Kirchner en Argentine à partir de 2003. Mais derrière son apparente monochromie politique, les désaccords sont fréquents, et cette gauche plurielle ne parvient pas à parler d'une même voix sur la scène internationale. Aujourd'hui, l'élection de Javier Milei à la tête de l'Argentine fracture une nouvelle fois l'Amérique latine et constitue un frein aux tentatives de relance active d'intégration régionale impulsées par le Brésil de Lula depuis son retour au pouvoir en 2023. Gangrénée par une instabilité politique chronique et des rivalités hégémoniques, l'Amérique latine a du mal à peser dans la diplomatie mondiale. Après avoir réussi à s'émanciper des puissances coloniales européennes, on l'a vu, le sous-continent a ensuite vécu la domination et l'omniprésence des États-Unis, reléguant l'Amérique latine au second rang des affaires internationales. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. L'Amérique latine a longtemps été marginalisée par le grand voisin états-unien. Les États-Unis ont ainsi considéré le sous-continent latino-américain comme leur arrière-cour, en s'octroyant un droit de police sur l'ensemble du continent américain. C'est ce que l'on appelle la doctrine Monroe. Cette domination atteint son paroxysme lors de la guerre froide. Washington interfère ainsi dans les régimes politiques pour endiguer la montée du communisme, avec le débarquement raté d'opposants à Fidel Castro dans la baie des Cochons, à Cuba en 1961, mais aussi pour défendre ses intérêts stratégiques avec des interventions militaires, comme au Guatemala en 1954 ou au Panama en 1989. Dans ce pays, cette politique impérialiste passe aussi par une tutelle économique du stratégique canal de Panama, passage vital entre l'océan Atlantique et Pacifique, que Washington n'a consenti à rétrocéder à l'État panaméen qu'en 1999, après près d'un siècle de mainmise des États-Unis. Aujourd'hui, l'Amérique latine reste toujours très dépendante économiquement du géant américain. Les États-Unis s'y fournissent en matières premières et en produits agricoles et y exportent des produits à haute valeur ajoutée. Mais ce précaré est aujourd'hui ouvertement concurrencé par la Chine. En quête de minerais stratégiques comme le lithium ou le cuivre, Pékin renforce d'année en année sa présence économique dans la région. En 2022, une dizaine d'États comme le Chili, la Bolivie ou le Pérou ont même signé un accord de coopération pour intégrer l'ambitieux projet des routes de la soie. Ces fortes dépendances vis-à-vis des géants américains et chinois fragilisent l'Amérique latine. En effet, la région a développé un modèle agricole ultra-intensif, vulnérable aux aléas des cours des matières premières et une faible industrialisation. Conséquence, un retard de développement économique, 30% de la population qui vit en situation de pauvreté. Par ailleurs, la violence et le trafic de drogue sont endémiques, avec des saisies records de cocaïne en Colombie ou en Équateur. Et pourtant, malgré ces multiples handicaps, l'Amérique latine a des atouts non négligeables pour peser sur l'échiquier mondial. Voyons lesquels. C'est d'abord le continent dit de la paix longue. Il n'a pas connu de guerre entre ses membres depuis 1935. Il s'agissait de la guerre du Chaco entre le Paraguay et la Bolivie. L'Amérique latine dispose également d'un atout géostratégique en constituant un point de passage névralgique entre l'Asie et l'Europe. En 2021, 5% du commerce maritime mondial a ainsi transité par le canal de Panama. Côté diplomatique, le Brésil fait partie des BRICS, avec la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. Rejoints par 4 nouveaux pays en 2024, on parle des BRICS+. Aujourd'hui, le président brésilien Lula ambitionne toujours de faire entendre une voix différente, celle des pays du Sud, qui ne s'aligneraient sur aucun bloc, ni occidental, ni russe ou chinois.
Une neutralité ambiguë aux yeux de Washington, qui permettrait surtout au Brésil de maintenir de bonnes relations avec le régime de Poutine et ainsi de défendre ses intérêts économiques. Plus consensuelles, les questions environnementales sont aujourd'hui au cœur d'un activisme diplomatique latino-américain. Avec ici en orange les zones qui abritent des écosystèmes parmi les plus riches du monde, ainsi que la forêt amazonienne. Désormais, l'Amérique latine est plus que jamais consciente de la nécessité de défendre cet enjeu majeur du XXIe siècle sur la scène internationale. Voilà pour ce voyage en Amérique latine, sa diversité, ses forces, mais aussi ses faiblesses. On a démarré cette émission sur la cordillère des Andes, finissons-la dans la forêt amazonienne, traversée par 9 pays du sous-continent, forêt vitale pour les réserves de carbone de la planète, pour la biodiversité, pour ces populations autochtones qui y vivent, mais une forêt de nouveau sous les flammes ces derniers mois, du fait d'incendies criminels déclenchés notamment par des propriétaires agricoles qui veulent augmenter leur surface cultivable, mais aussi, bien sûr, du fait du réchauffement climatique. Et pour aller plus loin, cet atlas de l'Amérique latine par Olivier Daben et Frédéric Louot aux éditions Autrement. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos et notre newsletter. À bientôt.